m'appelle Jean-Baptiste Villeroy, je suis chargé de recherche au FNRS, dans un projet postdoctoral à l'université de Namur. Et j'ai coordonné cet ouvrage Philosophie de l'histoire dans la collection Textes clés Chevrin, qui essaye de revenir sur les grandes questions liées à la philosophie de l'histoire, non seulement du point de vue des débats traditionnels et des grands textes de la tradition philosophique, mais aussi du point de vue des débats contemporains, notamment sur la question du progrès et la question de la crise écologique, de l'anthropocène. Il y avait des thématiques qui s'imposaient. La thématique de la sécularisation, c'est vraiment la grosse question pour les philosophies de l'histoire, c'est-à-dire la question de savoir si les philosophies de l'histoire en fait sont des récits théologiques sécularisés, c'est-à-dire une vision du salut qui viendrait essentiellement quand même de la religion chrétienne, éventuellement un peu de la tradition judaïque, et qui aurait donné lieu à des grands récits historiques où l'humanité serait orientée vers la réalisation du paradis sur terre, disons ça comme ça. Donc la thématique de la sécularisation s'imposait, et à l'intérieur de cette thématique, c'est des textes assez classiques en réalité que j'ai sélectionnés. Un texte de Karl Levitt, d'Histoire et Salut, qui lui défend vraiment la thèse de la sécularisation au sens de récit théologique, disons immanentisé dans l'histoire. Je lui oppose un personnage assez classique, qui est Hans Blumenberg, des extraits bien connus de La légitimité des temps modernes, où Hans Blumenberg prend des précautions avec des grandes thèses comme ça de la sécularisation historique et appelle, disons, à être attentif à la singularité des textes et des contextes pour bien marquer la différence, en fait, tout simplement, entre les philosophies de l'histoire moderne et puis les grands récits théologiques du salut. Et puis, à ces deux auteurs, j'ai sélectionné un texte de Koselleck, qui cette fois n'était pas traduit, donc je l'ai traduit, Progrès et déclin, qui lui fait la part des choses et constitue une sorte d'entre-deux, en fait, entre Blumenberg et Levitt. Donc sur la sécularisation, finalement, la thématique s'imposait, les textes étaient assez simples, en fait, parce que c'est des classiques. C'était plus difficile sur la question du progrès, qui constitue la deuxième partie de l'ouvrage, parce que disons la question du progrès est traditionnellement, en tout cas dernièrement, considérée un petit peu comme usée ou disons colportée aux oubliettes de l'histoire. Ça n'a plus, après les horreurs, disons, du XXe siècle, ça n'a plus grand sens ou bonne presse de parler du progrès, et à raison. De nombreuses traditions critiques, en fait, ont montré toutes les limites d'une grande philosophie de l'histoire orientée vers le progrès, que ce soit l'école de Francfort, les textes d'Adorno sur Auschwitz par exemple, ou Walter Benjamin sur les thèses sur l'histoire, que ce soit la philosophie féministe, que ce soit la philosophie postcoloniale ou décoloniale, que ce soit aussi, disons, une tradition issue de Michel Foucault, ou des textes plus historiens centrés sur la micro-histoire. C'est vrai que le grand récit du progrès, pose problème. Et avec la crise écologique, il pose encore plus problème, parce qu'on voit que ce qu'on appelait progrès, en fait, est peut-être synonyme de catastrophe. Alors là, la deuxième thématique centrée sur le progrès était beaucoup moins évidente, en fait. Il fallait à la fois lier des critiques de cette notion de progrès, et puis, disons, des réinterprétations qu'on peut qualifier de non métaphysiques, au sens d'interprétation qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec cette notion aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières de la mobiliser. Alors, côté critique de cette notion de progrès, j'ai choisi un texte de Amy Allen, qui se déploie, disons, dans la constellation de l'école de Francfort, qui fait une critique radicale de la notion de progrès, non seulement dans les philosophies classiques de Kant, de Hegel, mais aussi dans la manière dont elle est réactualisée dans l'école de Francfort, chez Axel Honneth et Habermas. Et donc là, c'est une approche, disons, postcoloniale et décoloniale qui est critique vis-à-vis de la notion de progrès, disons, liée à une mission civilisatrice et colonisatrice de l'Occident. Et à côté de ça, j'ai choisi un dialogue avec Rahel Yeghi, qui est une autre représentante de l'école de Francfort, et qui, elle, discute avec Amy Allen et essaye de revaloriser. Alors, avec, disons, un apport plus pragmatiste, hérité de Dewey, et puis qui est aussi une relecture de Hegel et de Marx,
mais qui essaye de penser une pertinence de la notion de progrès aujourd'hui, notamment en termes de résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'une société qui arrive à résoudre ses problèmes, les problèmes contemporains qu'elle affronte, si elle arrive à les dépasser, à les résoudre, eh ben, elle va vers le mieux, elle ne régresse pas, et donc on peut parler en termes de progrès. Donc ces deux textes-là étaient, disons, je les ai traduits de l'anglais vers le français, c'est des textes inédits en français. Et il y a un troisième texte de Rorty, qui, là, comme je n'avais pas les compétences, j'ai demandé à Charlie Brousseau de le traduire, parce que c'est un texte inédit en français, où Rorty essaye aussi de redonner une pertinence à la notion de progrès, et il le fait en dialogue avec Dewey. Donc là, il y a une forte tendance pragmatiste, disons, dans cette réévaluation du progrès. Il le fait avec Dewey et puis Thomas Kuhn, l'historien des sciences, qui parle quand même de progrès, même s'il ne croit pas en un grand progrès des sciences. Rorty déplace ça sur le terrain de la morale et de la politique. Et pour la dernière thématique, qui est centrée sur la question de l'Anthropocène et de ce qu'on appelle les philosophies de l'histoire de l'Anthropocène, c'est-à-dire les grands récits, disons, liés au réchauffement climatique, j'ai choisi trois textes. Un texte de Bruno Latour, qui faisait vraiment lien aussi avec la question de la sécularisation, parce que Latour pose la question de l'apocalypse et de comment interpréter l'apocalypse, avec un ancrage religieux et une discussion avec la tradition religieuse très forte. Donc ça me semblait tout à fait important de mettre ce texte de Latour, qui est un texte de Face à Gaïa, hein, qui est un texte qui existe déjà. Puis il y a deux textes inédits en français, l'un de Clive Hamilton sur les théodicées de l'histoire de l'Anthropocène, où c'est vraiment les grands récits du progrès, la technologie va nous sauver, la géo-ingénierie va nous sauver. Alors Clive Hamilton rapproche ça d'une sorte de nouvel hegelianisme, de russe de la raison, russe de l'histoire. Et puis j'ai mis un texte de Jason Moore sur l'Anthropocène et le Capitalocène, parce qu'il me semblait important en termes d'outils de travail, hein, pour ce volume, que les lecteurs et les personnes qui allaient travailler avec aient un accès à la fin à ces deux grands récits, que sont le récit de l'espèce humaine, hein, l'Anthropocène, et des récits plus situés, centrés sur l'histoire du capitalisme. Et Jason Moore, lui, propose voilà, une histoire du Capitalocène, et il me semblait important qu'il y ait ce débat-là, en tout cas, présent dans l'ouvrage. La question du progrès, comme je l'ai dit, elle est difficile à traiter, parce que une énorme partie des pensées critiques du XXe siècle, toute la pensée de l'histoire s'est construite quand même sur la critique de cette notion de progrès, au sens où les sociétés humaines et l'histoire humaine seraient naturellement orientées ou logiquement, si on parle en termes hegéliens, orientées vers cette idée de progrès. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avoir cette vision de société humaine nécessairement dirigée vers un progrès, que ce soit de l'espèce ou même de certaines sociétés, devient particulièrement difficile. Et en réalité, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, c'est que lorsqu'on écrit au lendemain de la Révolution française, comme Hegel ou Kant, eh bien, il est certain que penser qu'on a progressé et relire l'histoire de l'humanité pour essayer de comprendre comment on en arrive à ce progrès-là, on comprend bien pourquoi ces gens-là ont pu interpréter l'histoire dans ce sens, alors que quand on écrit après la Seconde Guerre mondiale, après Auschwitz, à l'époque de la bombe atomique, lorsqu'on écrit à l'époque de la crise écologique, comme c'est le cas aujourd'hui, il est certain qu'il est bien moins facile de parler de progrès et de concevoir l'histoire du monde centrée sur un grand progrès de l'espèce. Il n'empêche qu'il y a des discours sur le progrès, des discours qui sont aussi à critiquer. On mentionnait tout à l'heure la géo-ingénierie, et tout un ensemble, disons, de pensées qui défendent le fait que le progrès scientifique, technique, éventuellement même politique et moral, pourrait nous sortir de la crise écologique, comme si disons, l'espèce humaine avait toujours dépassé les difficultés, et que là, finalement, c'est uniquement une difficulté de plus, et puis on aura bien un ingénieur de la Silicon Valley qui va nous trouver l'invention géniale qui va résoudre le problème du climat, de l'environnement. Donc ça, il y a toute cette pensée du progrès qui est
est présente, qui existe et qui appelle pas forcément une critique radicale, mais en tout cas une discussion critique, un débat en tout cas, et pas être présenté comme une évidence. Mais il y a ça, et puis il y a aussi, disons, des manières de repenser le progrès de manière, je disais, non métaphysique, c'est-à-dire s'interroger sur cette possibilité qui est aussi en fait disons une évidence partagée ou quelque chose qui peut être admis, qui renvoie au fait qu'on a envie que la société aille quand même vers quelque chose de meilleur. Et moi, ce qui m'a frappé en travaillant sur cette question du progrès, c'est à quel point les pensées qui critiquent le progrès et qui pensent un temps complètement éclaté, non inscriptible dans une vision linéaire de l'histoire qui serait orientée comme ça vers le progrès, en appellent néanmoins à la possibilité pour nos sociétés de progresser, notamment dans leur rapport à la nature, mais aussi dans le rapport aux étrangers, dans le rapport aux femmes, dans le rapport, disons, avec l'ensemble des êtres humains et non humains. Et je crois qu'il faut voilà, faire une place à cette idée qu'il faut, alors c'est pas automatique, c'est pas le mouvement logique de l'histoire, mais il faut faire une place à cette idée que nos sociétés peuvent encore progresser et, comme le dit Hegel, résoudre les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce volume, c'est faire une place à ces différentes modalités de discours. D'un côté, une critique du progrès qui est nécessaire, et on ne peut plus parler aujourd'hui de progrès comme on parlait au début du XIXe siècle, ou même dans les textes d'Auguste Comte, ou de tout un ensemble de philosophes, ou de sociologues, ou d'historiens de l'époque. C'est impossible, c'est évident. Mais en même temps, il faut, disons, réinvestir cette question d'un devenir désirable des sociétés humaines, qui est au cœur voilà, non seulement de la question écologique, mais de la question féministe, de la question de l'antiracisme, de la question économique, du travail. Et c'est ça que j'ai appelé dans le volume une vision non métaphysique du progrès. Quelles sont les conditions pour penser cela? Hegel, en fait, est malgré tout présent dans le volume. C'est pas une collection d'anthologie. C'est une collection de textes clés au sens où il ne s'agissait pas de mettre un texte de Kant, un texte de Hegel, un texte de Comte, un texte de Marx, voilà. C'est une collection qui essaye de montrer les débats, l'actualité des débats, contemporains au sens large, hein. Il y a des textes du début XXe dans ce volume, mais disons, qui reviennent sur les philosophies de l'histoire pour constituer un outil de travail pour les chercheurs et les étudiants. Donc il ne s'agissait pas effectivement de mettre un texte de Hegel dedans, il est présent à travers Karl Levitt, dont j'ai mis le chapitre qui traite de Hegel, parce qu'en réalité Hegel est au centre des discussions. Ça ne veut pas dire que Hegel est le seul penseur de la philosophie de l'histoire, mais disons Hegel, ou à travers lui le couple Hegel-Marx, parce que très très souvent en fait, pour critiquer Marx, on va critiquer Hegel, avec cette idée qu'en fait Marx est une sorte de Hegel un peu socialiste, un peu, disons, encanaillé, enfin, il y en a comme ça. Et donc Hegel est au centre de toutes les discussions, que ce soit les discussions écologiques, où on va nous dire que la géo-ingénierie est une sorte d'hegelianisme New Age, disons ça, on peut dire ça, mais que ce soit aussi le texte par exemple de Amy Allen sur Habermas et Honneth, en disant que ce sont des hegeliens finalement, le texte de Hegel qui elle essaye de faire quelque chose de nouveau à partir de la contradiction hegelienne et de la dialectique hegelienne. Donc Hegel est au centre. Alors est-ce que c'est une figure dépassée? En réalité, tout dépend comment on interprète sa philosophie de l'histoire. Si on pense que la philosophie de l'histoire est structurée soit par la logique, soit par l'esprit absolu qui serait une sorte de transcendance qui plane comme ça et qui se déverse dans l'histoire, alors évidemment, Hegel est dépassé parce que ce serait non seulement une vision ultra-théologique de l'histoire du monde, mais ce serait une sorte de nécessitarisme. Il aurait pensé que de toute éternité, nous étions destinés, disons, à la Révolution française, au triomphe de Napoléon. Voilà. Une vision nécessitariste et très problématique de l'histoire. Mais si jamais on interprète Hegel, disons, comme quelqu'un qui écrit après la Révolution française, et qui se demande, qui réécrit à partir de là l'ensemble des étapes de l'histoire,
qui ont conduit à ce moment-là. Bon, j'ai l'impression que cette lecture, disons, moins métaphysique est beaucoup moins problématique, ce qui n'empêche pas qu'il y a un ensemble d'aspects qui sont, disons, très embêtants dans la philosophie de l'histoire de Hegel, notamment à l'égard des peuples non occidentaux qui soit sont dans l'enfance de l'histoire, les peuples asiatiques, soit n'y sont carrément pas, les peuples africains et amérindiens. Donc ces aspects-là sont, disons, irrattrapables. Mais la démarche qui consiste à lire Hegel du point de vue de son présent, comme une relecture, qui essaye de comprendre les différentes étapes qui mènent jusqu'à nous, eh bien, cette relecture-là, qui est une lecture non métaphysique de la philosophie de l'histoire de Hegel, ne me paraît pas complètement dépassée, complètement incongrue, et paraît en réalité fonder une démarche qui est encore présente aujourd'hui et qu'on retrouve dans un certain nombre de grands récits contemporains. C'est vrai que c'est une période un petit peu étrange parce que moi, une des questions qui m'animait dans ce livre, c'est comment, après la fin des grands récits, annoncés par Lyotard dans son livre important sur la condition postmoderne, cette transition des 70-80, puis ensuite on pourrait aller jusqu'à Fukuyama et la fin de l'histoire, quand on est passé d'une époque qui ne croyait plus du tout dans ces grandes fresques métaphysiques qui paraissent un siècle et demi, 2 siècles après, complètement invraisemblables, comment on est passé de ça à 20 ans, 30 ans plus tard, une multitude de grands récits. Il suffit d'aller dans une librairie, on n'arrête pas de nous retracer l'histoire du monde en 300, 400, 500 pages, des fois moins. Alors soit depuis le Big Bang, soit plus modestement depuis les sociétés paléolithiques, néolithiques, pour faire une histoire des femmes, pour faire une histoire du rapport à la nature, une histoire du rapport à l'État, tout un tas de grands récits dont certains sont très bien d'ailleurs, dont d'autres sont, disons, plus douteux d'un point de vue scientifique et correspondent davantage à des phénomènes d'édition, disons. Mais notre époque est malgré tout celle d'un retour des grands récits, et donc c'était vraiment un des points de départ du projet de s'interroger là-dessus. Et une des évidences, c'est que la crise écologique nous amène à repenser une sorte de temps long, à repenser des tendances fortes. Il ne s'agit pas de dire que l'histoire est une totalité close sur elle-même, complètement cadenassée, déterminée à aller dans une direction, mais il y a des tendances de l'histoire, tendances qui, chez certains, sont interprétées dans des termes plutôt optimistes. On va vers le mieux, mais malgré tout, c'est quand même un récit plus rare. Mais la tendance catastrophiste, par contre, le fait qu'on va un peu droit dans le mur, et nos sociétés vont depuis plusieurs siècles dans la mauvaise direction, c'est quelque chose que la crise écologique, que la crise environnementale, que ce qu'on appelle l'anthropocène, disons, met au cœur du débat, qui est un sentiment partagé, qui n'est pas du tout une illusion d'ailleurs. Je pense que la crise écologique montre qu'il y a une actualité réelle et objective en fait de la philosophie de l'histoire. On cherche, disons, des formes de totalisation d'abord. On cherche à comprendre sur le temps long des directions de l'histoire humaine. Donc totalisation, le sens de l'histoire. Bon, ça va plutôt dans le mauvais sens, hein, et on essaye d'aller vers, de tordre un peu le bâton pour aller dans un sens qui serait meilleur, d'où la question du progrès. La question du sujet de cette histoire également. Est-ce que c'est l'humanité qui va dans le mauvais sens? Est-ce que c'est les sociétés capitalistes? Ça renvoie au débat anthropocène, capitalocène. Est-ce que c'est aussi des sociétés qui sont non seulement capitalistes mais patriarcales, centrées sur la domination masculine? Par exemple, le terme d'androcène fait aussi partie de la littérature sur ces questions-là. Voilà, est-ce que c'est la modernité? Est-ce que c'est plutôt un mode de production qui est en cause? Est-ce que c'est une classe, la classe capitaliste, avec l'idée que les classes prolétariennes ou disons les classes non dominantes dans le tiers-monde seraient indemnes de responsabilité dans cette histoire? Voilà, on cherche un sujet de l'histoire, un sens de l'histoire, une totalité historique, des formes de totalisation. Et ça met la question de la philosophie de l'histoire au cœur des débats contemporains. Et l'idée des 3 parties de cet ouvrage, hein, sécularisation, qui est débat classique, progrès, qui est une question plus contemporaine, mais centrée sur un aspect assez technique malgré tout,
et la question de l'Anthropocène ça construit un chemin, disons, pour aller vers ces questions qui sont au cœur de l'actualité et qui montrent que des débats assez académiques, assez classiques en réalité, eh bien, font partie de l'espace public et des débats d'opinion aujourd'hui.